Après le décès de sa femme, à la suite d'une courte maladie, M. Cassa Charles réclama une nouvelle épouse comme l'exigeait la tradition Obali chez les Altogovéens. La pratique rarement de mise en ville fut tolérée car l'homme n'était pas n'importe qui. En dépit des interminables jérémiades de Clarisse, son épouse, Prosper tapa du poing sur la table. On rassembla l'ensemble des filles de la famille en présence de M. Cassa. Mais les faveurs du vieux se fixèrent sur Fortune, la cadette âgée de 20 ans et vierge par-dessus le marché. La famille se divisa. Une dizaine de réunions fut nécessaire pour se mettre d'accord. D'un côté, on s'était livré le colis dans les plus brefs délais pour bénéficier des présents que la maison Cassa offrirait. D'un autre côté, on souhaitait prendre du temps pour capitaliser la valeur de la proposée, car la virginité se payait à prix d'or. Pour échapper à son sort, Fortune fugua. La famille Lekabi rasa les murs de la capitale, organisa des veillées de prière et engagea des policiers à la retraite pour fouiller les maisons closes. Personne ne vit la dernière des Lekabi. Et 2 mois plus tard, alors qu'on envisageait de faire le tour des maisons de sépulture, Fortune réapparut. Quelque chose de différent densifiait à présent son être. Son regard avait du piment et son déhanché quelque chose d'insultant. Elle tenait les cheveux coupés et plusieurs trous dans le haut des oreilles. Une dimension érotique accompagnait désormais ses croisements de jambes. De plus, elle ne vous voyait plus personne. Ces détails échappèrent aux yeux des plus avertis. On fêta le retour de la promise comme il se doit. On fit même demander un fils Cassa pour confirmer la future noce. Pour consacrer la promesse, la belle famille envoya une dame Jeanne de vin de palme, de la viande de brousse et une enveloppe de billets de banque. Et 1 semaine plus tard, les Lekabi présentèrent leur fille dans une parade traditionnelle du meilleur effet. M. Cassa habitait une immense demeure au bout d'une ruelle d'Akébé-Poto dans le 3e arrondissement. Sa parcelle immense et non clôturée abritait une villa qui se nommait le château car elle en avait certaines caractéristiques, la grandeur, la complexité architecturale, les balcons en grand nombre, les baies vitrées d'au moins 2 mètres, les salons nommés un grand nombre de chambres à coucher et des dépendances tout aussi luxueuses que la maison mère. Retraité de la fonction publique, M. Cassa menait la vie de pacha grâce au triple salaire qu'il percevait en sa qualité de fonctionnaire fantôme. Officiellement, il était tout à la fois professeur d'anglais, inspecteur d'académie et secrétaire général du bureau de l'Observatoire de la justice sociale, de l'égalité des chances et de la démocratie. Dans le quartier, on l'appelait DG, en référence au général de Gaulle, car il en imposait avec ses 2 mètres de long, son visage rectangulaire et ses vestes noires papillons. Il possédait des yeux las, le visage plat, un sourire qui cachait mal son avarice et son caractère autoritaire. Pour un septuagénaire, il bornait encore chaque matin dès 6 heures. Au sein du bidonville, les cours communes étaient la norme. On comptait peu de bâtisses à étages, outre les édifices commerciaux. Pourtant, partout, des foyers en parpaing non peinturés grisaient le paysage, tandis que des antennes paraboliques apportaient le monde par la fenêtre. Des habitations en planches, baptisées un pied debout, dressées un peu n'importe comment, au milieu des nids de moustiques, des abris de chiens errants et des latrines, ajoutaient leur cachet au lustre du château. Des débits de boissons désaltéraient les hommes et les femmes épuisés par une vie à petit prix. Le commerce de la vie filait son bon train.